Bonsoir à toutes et à tous. Et puis, je tiens tout d'abord à remercier le lycée Renan de nous accueillir, comme tous les ans, pour ce qui est de la semaine d'information de la santé mentale dans son amphithéâtre. Tout d'abord, je me présente. Moi, je suis donc maire adjoint chargé plus particulièrement du handicap et de la santé, ce qui justifie de ma prise de parole, puisqu'on est effectivement sur la semaine d'information de la santé mentale, semaine nationale, qui se décline sur Saint-Brieuc sur 15 jours. On va au-delà de la semaine, on va sur 15 jours. Ça a commencé donc lundi dernier et ça se terminera le samedi 24 mars au centre social du Plateau. Différentes actions qui ont déjà eu lieu, mais à venir, donc bien évidemment, la conférence de ce soir. Je laisserai mon collègue Christian Daniel, adjoint à la culture, parler plus particulièrement de l'auteur et qui nous parlera d'entendre l'enfant, puisque le thème de la semaine d'information santé mentale était parentalité et enfants. A noter, juste pour votre information, que le mardi 20 à 19h45, nous serons au cinéma Le Club 6 pour une séance de cinéma et présentation d'un film d'Adi Cool, ensuite qui sera suivi d'un débat. Et tout au long de cette semaine à venir, il y aura aussi un certain nombre d'activités que vous pouvez, et certainement vous avez tous eu une plaquette concernant cette semaine. L'information de la santé mentale qui est organisée, coordonnée, je veux dire, par la ville de Saint-Brieuc, mais dont les acteurs principaux sont un réseau qui est composé d'un certain nombre, voire d'un grand nombre de structures associatives, voire d'établissements, que je remercie tout particulièrement parce que sans eux, bien évidemment, nous ne pourrions pas présenter sur 15 jours ce qui a pu être fait cette année. Cette préparation, elle ne se fait pas non plus sur un temps très court, puisqu'on démarre en juin pour le mois de mars de l'année suivante. Donc voilà, je n'en dirai pas plus ce soir, parce que je pense que le moment le plus important est bien évidemment la conférence, et je laisse la parole à mon collègue Christian Daniel. Quelques mots simplement pour vous dire que merci d'avoir encore répondu à cette invitation à la ville de Saint-Brieuc à travers deux événements, la semaine de la santé mentale et aussi l'événement récurrent pérennisé de Un auteur, un livre, sous l'autorité de nos bibliothèques et de sa directrice et de toute son équipe. Donc il y a quelques semaines, c'était le professeur Axel Kahn. Aujourd'hui, c'est le docteur Aldo Naori. On dirait que, c'est trop bizarre, que le lycée Renan est une annexe de la faculté de médecine. Mais enfin, ce soir, donc, Aldo Naori n'est pas professeur, c'est un pédiatre, c'est un médecin. Il nous dira pourquoi il est resté, je dirais, peut-être à l'écart de l'université. Mais c'est un médecin qui écrit. Le livre est le support de ses idées, de sa pensée et de ses messages. Et le livre, la culture publique, c'est un marqueur qui nous permet de grandir, qui permet de grandir enfants, d'adultes et nous tous. Donc, Aldo Naori, bienvenue à Saint-Brieuc, donc dans le cadre de ces deux événements. Et puis, merci de nous dire comment la culture et le livre, et au-delà, sont formateurs et marqueurs de l'individu et de la personne. Merci, mesdames et messieurs, d'être là. Merci, monsieur le maire adjoint. Merci, monsieur le délégué à la culture. Je dois vous parler d'un livre. C'est écrit, là, Entendre l'enfant. Mais je voudrais auparavant vous dire une double émotion que je ressens. La première, je la ressentais avant de savoir que je venais ici. Et la deuxième, je l'ai ressentie quand je suis arrivé dans cet établissement. Pourquoi ? Eh bien parce que je suis l'enfant de deux instances auxquelles je tiens absolument à rendre hommage. La première instance qui est peut-être la plus longue, celle qui m'a en quelque sorte donné mon assise, c'est l'école de la République.
C'est-à-dire parler dans un lycée, c'est plus émouvant pour moi que de parler comme je le fais quelquefois à la faculté. La faculté, j'ai fait ça quand j'étais déjà très formé. Le lycée, c'était vraiment le moment où on m'a donné les instruments pour pouvoir avancer. Et je voulais également rendre un très vibrant hommage aux bibliothèques, à la bibliothèque de Saint-Brieuc qui m'a invité, mais aux bibliothèques en général. Pourquoi ? Parce que c'est aussi quelque chose qui m'a formé. Maintenant, vous allez me dire, mais vous nous racontez quoi là ? N'importe qui est formé par un lycée, n'importe qui est formé par des bibliothèques quand il y va. Non, non. Moi j'ai une histoire particulière. Moi, je suis né en Libye, à Benghazi. Avant, personne ne savait où c'était, maintenant tout le monde sait où c'est, n'est-ce pas ? Mais par un... Bon, c'est pas de ma faute, hein. Je suis venu au monde là-bas, j'étais le 10e enfant, mon père était décédé déjà depuis 2 mois, ma mère avait 34 ans, et j'étais son 10e, et c'était la misère absolue. Bon. Et c'était l'horreur, et c'était évidemment, pas le quart monde, mais le 5e monde, et on tirait le diable par la queue quand on arrivait à attraper sa queue. Et il s'est passé quelque chose, c'est que la guerre a éclaté. Quand la guerre a éclaté et que la misère était tellement importante, il s'est passé quelque chose, c'est que nous nous sommes découverts, nous le savions depuis toujours, que nous avions la nationalité française. Nous étions français. Comment est-ce que nous avions été français ? C'était une histoire que j'ai fini par comprendre seulement dans mon grand âge. C'est-à-dire que, au moment de la conquête de l'Algérie, la France, pour s'attacher les employés d'administration, avait donné la nationalité française aux employés d'administration. Donc il y avait un arrière-grand-père qui était dans l'administration ottomane et qui avait reçu la nationalité française. Un de ses descendants décide de partir, va s'installer, il cherche à trouver quelque chose, il cherche à s'installer, il s'installe, allez donc vous savoir pourquoi, en Libye. Mais il reste français. Donc nous étions français depuis des générations, mais nous avions perdu tout contact avec la France, sauf que les naissances, les décès étaient inscrits régulièrement à l'ambassade, etc. Or le fait que nous eussions été français a fait que Mussolini, qui a décidé de ne plus garder sur les territoires italiens, la Libye était italienne à l'époque, les ressortissants des pays avec lesquels il était en guerre, a décidé d'expulser les Français vers la France, les Anglais vers l'Angleterre, les Grecs vers etc. Et donc nous avons été expulsés vers la France la plus proche, c'est-à-dire l'Algérie. Et nous sommes arrivés en Algérie sans savoir un mot de français, et sans même savoir le dialecte arabe de l'Algérie, puisque le dialecte que nous parlions était un dialecte différent. Et donc nous nous sommes trouvés trempés dans un milieu totalement inconnu, mais la misère dans laquelle nous avions vécu nous a permis de supporter la misère dans laquelle nous allons continuer de vivre, puisque nous allons vivre pendant 7 ans dans une cave de 20 mètres carrés. Mais évidemment, le petit gamin que j'étais a été mis à l'école. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre le français et à, justement, être scolarisé et à apprendre, tout simplement. Et très très vite, j'ai beaucoup aimé ça, et très très vite, j'ai été poussé par une curiosité très grande, qui était que dès lors que j'avais découvert que la lecture était capable de susciter en moi des images, je me suis mis à multiplier les aventures de lecture. Et dans ce petit bourg qui était ridiculement petit, qui s'appelait Orléansville, rendu célèbre le 9 septembre 1954 par un tremblement de terre effroyable, dans ce petit bourg, il y avait une bibliothèque qui s'appelait la bibliothèque de la Ligue de l'enseignement. Donc aux alentours de mes 10-11 ans, j'allais fouiner dans les rayonnages de cette bibliothèque qui comportait 3 petites pièces dans lesquelles il y avait des rayonnages et des livres. Mais je ne savais rien, je regardais les titres, mais je ne savais pas quoi choisir.
Et puis un jour, j'ai vu devant moi un très gros monsieur, très très gros, avec de grosses lunettes. Et ce monsieur très très gros, qui avait de grosses lunettes, avait aussi un gros cigare. Et il me dit, vous cherchez quelque chose à lire, jeune homme? Et je lui dis oui. Il me dit, tenez, prenez ça. Il me donne un livre, un petit livre bleu. Et je vois marqué Jean de La Fontaine. Et je lui rends, je dis, ah non, non, les fables, excusez-moi, on en apprend assez à l'école. Il dit, ça m'étonnerait que vous ayez lu ça. Je n'avais pas lu le titre du livre, c'était Les Contes de La Fontaine. Je ne sais pas si vous avez lu Les Contes de La Fontaine. C'est du délicieux porno. Et il me dit, je ne crois pas que vous puissiez le sortir, je vais le sortir pour vous. Vous savez, je suis quelqu'un qui a passé un certain nombre d'années sur un divan et qui aujourd'hui exerce la psychanalyse. Donc, quand je parle comme ça, je pèse mes mots. Ce que je veux dire, c'est que cet homme-là me file le bouquin, je le lis. Le dimanche d'après, j'étais là avant même l'ouverture de la bibliothèque pour l'attendre, pour lui demander s'il pouvait m'en donner un autre. Et de but en blanc, quand je lui dis, c'est formidable, est-ce qu'il y en a un autre comme ça? Il me dit, oui, oui, tenez, je vais vous en sortir un. Et il me sort La vie des dames galantes de Brantôme. Je ne sais pas si vous avez lu. Vous n'avez pas lu ça? Oh non, je vous en prie, prenez note, c'est un régal. La vie des dames galantes de Brantôme, c'est le rapport Kinsey du Moyen-Âge. Vous voyez? Et tout ça, si vous voulez, la connotation était une connotation hautement et très hautement sexuelle. Mais, là, encore une fois, par l'écrit et pas par l'image. Sauf que, précisément, on en arrive à ceci, pour un gamin de 11 ans, où ça aurait pu être traumatique, on en arrive à ceci, c'est que les images se forment par la lecture. Et quand on a des images aussi marquantes sur des ouvrages comme ceux-là, on se dit que, véritablement, la lecture, c'est un véritable trésor. On demandait à Orson Welles quel rapport il y avait entre le cinéma et la littérature. Et Orson Welles a eu cette réponse merveilleuse. Il a dit, en littérature, l'écran est beaucoup plus grand. Vous voyez? Or, précisément, cette manière de générer des images qu'apporte la lecture est une chose qui est un instrument extraordinairement puissant. Vous me direz qu'à l'époque, il n'y avait bien sûr pas de tablette, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas justement cet envahissement d'images. Cet envahissement d'images qui met les individus dans une forme de paresse, d'une part, et également qui les traumatise dans la mesure où précisément cet afflux d'images tellement grand que eux ne génèrent pas a absolument besoin d'être classifié à l'intérieur du cerveau pour pouvoir ne pas encombrer les circuits neuronaux. Eh bien, ça c'est une chose tellement importante sur laquelle j'insiste, c'est que cette curiosité qui a été suscitée par ce gros monsieur, au gros cigare, aux grosses lunettes, dont j'apprendrai plus tard qu'il était procureur de la République de la ville. Vous voyez? Alors c'était vraiment... bon, évidemment, très 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 vite, il m'a vite filé des livres d'autres tenues et que j'ai adoré tout autant. Il avait en quelque sorte lancé la machine sur ce mode-là. Et ça m'amuse beaucoup parce que vous ne savez pas que j'ai une fille qui est écrivain. C'est un grand écrivain, pour moi très grand écrivain, qui s'appelle Agnès de Sarthe. Et Agnès de Sarthe a écrit un livre qu'elle a appelé « Comment j'ai appris à lire ». Et elle raconte comme ça le désespoir des parents que nous étions parce que son frère lisait beaucoup, sa petite sœur lisait beaucoup, elle ne lisait jamais. Et elle dit, jusqu'au jour où j'avais 11 ans, mon père m'a dit, tiens, prends ça et lis-le. Et je lui ai filé un Carter Brown dans la série noire. Et elle a dit, ça m'a tellement passionné qu'après j'ai tout avalé. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut trouver quelque chose qui peut inciter un individu à c'est mettre en marche le produit de l'image que l'on se fait. Et cette capacité à produire des images, qui est une propriété de la littérature, est quelque chose que j'ai utilisé pour ma part quand je suis intervenu dans le débat du champ social en tant que médecin d'enfant. Et en tant que médecin d'enfant, justement, je disais à mon confrère que je m'étais gardé
de mettre le moindre, même pas un orteil dans l'université, parce que je n'avais pas envie de répéter les choses, j'avais envie simplement d'essayer d'explorer par moi-même. Donc j'ai commencé à faire de la pédiatrie comme on m'a appris, et en très peu de temps je me suis terriblement ennuyé. Parce que on m'avait appris à l'hôpital à soigner des choses très graves. À l'hôpital, vous travaillez, ça ne plaisante pas, hein. C'est vraiment la lutte contre la mort. Vous vous installez en ville et vous voyez des personnes qui vous amènent un enfant qui va très bien. On se demande qu'est-ce qu'ils viennent faire. Et je ne savais pas quoi faire de ce que ces personnes qui venaient me voir passaient leur temps, elles, à faire, c'est-à-dire à me parler. Je me disais, mais quand est-ce qu'elle va arrêter? Oh là là. Mais comme il était normal, je me faisais une clientèle, il fallait que je fasse bonne figure. Donc je faisais semblant d'écouter, j'avais une oreille très distraite, j'attendais qu'une seule chose, c'est qu'elle s'arrête, et souvent elle ne s'arrêtait pas. Bon, et je perdais du temps. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais c'est pas possible. Je ne peux pas rester dans ce métier comme ça. Il faut absolument que j'aille essayer de faire ce qu'il faut pour essayer de trouver une parade à cette sorte de logorée. Et j'ai donc, à ce moment-là, fait des formations, c'est-à-dire que je me suis intéressé à quantité de sciences humaines, c'est-à-dire que j'ai fait de la linguistique, j'ai fait de la sociologie, j'ai fait de la philosophie, j'ai fait de l'anthropologie, j'ai fait quantité de choses de cet ordre-là, pour lutter contre l'ennui. L'ennui de ce métier dans lequel je voyais des enfants sains dotés de mères bavardes. Jusqu'au jour où je me suis mis à entendre des choses de ces mères bavardes, et où je me suis dit, bon, mais c'est extrêmement délicat de traiter de cela. En plus, ça venait redoubler un fait, c'est que la médecine que j'avais apprise et qui me servait beaucoup, à l'époque, avait fini par n'avoir plus d'utilité. Pourquoi? Mais parce que au début de mon exercice, je prenais ma trousse le matin, je ne savais pas ce que j'allais rencontrer comme catastrophe. Je veux dire, il n'y avait pas de semaine où je ne faisais pas un diagnostic de méningite, de tuberculose, j'ai fait des diagnostics de diphtérie, j'ai eu 3 tétanos, vous voyez, des choses de cet ordre-là, mais vraiment gravissimes. Et puis il fallait voir un peu les infections urinaires, tous les syndromes possibles et imaginables qu'on rencontrait. Et tout ça, si vous voulez, au fil du temps, a été éradiqué par justement l'amélioration de l'hygiène et l'amélioration des mesures que l'on prenait en tant que médecin. Ça a fait quoi? Ça a fait qu'au bout d'un certain temps, effectivement, il n'y avait plus que les mères bavardes. Eh bien, j'ai décidé d'aller sur un divan. J'ai donc fait une psychanalyse, et la psychanalyse m'a ouvert les oreilles, et quand les oreilles s'ouvrent, elles ne se referment plus. Et quand elles ne se referment plus, elles donnent à penser, et quand elles donnent à penser, elles donnent à réfléchir à tout le matériel que l'on a, et à se demander qu'est-ce qui se passe dans un univers comme celui-là. Et moi, j'avais un cabinet qui était dans le 13e arrondissement, et dans ce 13e arrondissement, la population est très disparate, et j'avais un carnet dans lequel je marquais, je m'intéressais au nom des parents dans les différentes langues. Et je marquais comment est-ce qu'on dit le père en chinois, comment est-ce qu'on dit la mère en chinois, comment est-ce qu'on dit n'aie pas peur en chinois, comment est-ce qu'on dit n'aie pas peur en persan, etc. J'avais collectionné 48 langues. Et dans cette collection de 48 langues, je me suis dit, mais il doit y avoir un universel autour de cela. Comment se fait-il, en définitive, que dans ces cultures tellement différentes, on puisse recueillir exactement les mêmes affects entre les parents et les enfants? Qu'est-ce qui se passe? De quelle façon les choses sont-elles organisées? Évidemment, j'avais derrière moi à la fois l'instruction du biologique, l'instruction du médical, l'instruction du psychanalytique, mais je cherchais à comprendre comment les choses se passaient. Et puis en même temps, j'étais quand même inscrit dans ce qu'il en était dans mon siècle, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui était... qui vivait tous les jours avec son journal, les informations, les événements politiques, les changements, les ceci et cela. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, si vous voulez, qu'il y avait beaucoup à faire, alors qu'on pensait que tout était fait. C'est-à-dire penser les parents, penser l'enfant, quel statut donner à l'enfant, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant, de quelle façon l'enfant se fait-il,
Et tout ça, si vous voulez, c'est un monde. C'est un monde, et c'est là où je m'explique à nouveau, c'est un monde que j'ai voulu explorer avec mes outils, avec ma réflexion, avec mon matériel, en laissant de côté tout ce que l'université pouvait en dire. D'accord ? Et c'est là, si vous voulez, où j'ai commencé à m'intéresser aux relations de la famille et à constater avec une stupéfaction considérable, par exemple, que eh bien, la parole, ça a une importance et un impact phénoménal. C'est-à-dire que, alors qu'à l'époque, donc en tant que médecin, j'avais à soigner le corps des enfants, qui est le corps souffrant des enfants, qu'il y avait des éléments dont on disait que c'était psychosomatique, c'est-à-dire que c'était la psyché qui rendait le corps malade, vous voyez. À côté, on avait de la santé mentale, c'est de la psyché qui est malade, si vous voulez. Moi, je finissais par dire, il n'y a pas de différence entre la psyché et le corps, il n'y a pas de psychosomatique, si vous voulez, tout est à des points de départ psychiques. Donc il faut impérativement voir ce qui se passe de ce côté-là. Un exemple, pour vous donner, très très bête, hein, tout simple, hein, vraiment, une vignette clinique extrêmement rapide. Mon cabinet donnait sur une place et j'étais en consultation et j'ai entendu des cris de bébé sur la place. Et des cris, mais vraiment, des cris de souffrance énormes. Un bébé qui hurlait, mais hurlait à un point que c'était insoutenable. Mon oreille s'est dressée et je me suis demandé ce qui se passait. Je me suis demandé si c'était un de mes patients, qui ça pouvait être. Et puis ces cris ont un peu diminué, puis je les ai réentendus derrière la porte de mon cabinet. Manifestement, le bébé était là derrière la porte. Et ce bébé qui était derrière la porte, il était là avec sa mère. Je suis tellement inquiet par les cris de douleur de ce bébé que je suspends ma consultation en disant à la maman qui est là, s'il vous plaît, prenez le bébé, allez dans la salle d'attente, il faut que je voie une urgence qui arrive là à l'instant. Ce bébé qui crie, ça doit être très grave. J'introduis cette personne que je ne connais pas, qui est une maman avec un bébé de 4 mois, et ce bébé de 4 mois a la bouche ouverte et n'est qu'un hurlement continu. Il reprend sa respiration pour hurler encore plus fort. Rien ne le calme. Les caresses de sa mère, les paroles qu'elle lui adresse, je le prends, je lui caresse, rien à faire. Je me mets à l'examiner. Le premier diagnostic que j'évoque, c'est invagination intestinale. Ben oui. Bon. Alors, je mets les mains où il faut pour pouvoir savoir qu'il n'y a rien qu'il faut. Deuxième diagnostic, torsion testiculaire. Pas de torsion testiculaire. Troisième diagnostic, otite fluctennulaire. J'examine les oreilles, pas d'otite fluctennulaire. Alors, évidemment, j'ai entre-temps éliminé la méningite qui survenait, etc. Je fais un examen très approfondi, je ne trouve rien. Et je suis tellement impressionné par la poursuite des cris de ce bébé que je me dis, je recommence mon examen d'un bout à l'autre. Pendant tout ce temps-là, imaginez l'atmosphère sonore, hein, c'est-à-dire ces hurlements d'un bout à l'autre. Et ces hurlements sont tels qu'en définitive, je ne trouve rien. Et je dis à la mère, écoutez, je ne sais pas de quoi il souffre, hein, mais je vais vous donner un antalgique et on verra ce que ça donne. Revenez au moins dans 2 heures ou 3 pour voir un peu comment ça fait. La mère n'arrive pas à le rhabiller. Et moi, je suis à mon bureau en train de rédiger mon ordonnance. Elle le met sur un genou, elle met son pied sur une chaise, et puis elle le met sur ses genoux, et j'ai devant moi la tête de ce bébé en gros plan. Le gros plan de bébé, hein, le gros plan de la tête, et il est là, il a une bouille magnifique, et il a la bouche ouverte, et il hurle. Et l'association qui me vient, curieusement, je me dis, tiens, il ressemble à comment ? À comment il s'appelle le mec ? Je sais plus. Bon. L'image qui s'est imposée à moi, c'est une image en gros plan à la télévision. La veille, j'avais vu un film et il y avait un type qui était là, qui avait exactement la tête de ce bébé, qui avait la bouche ouverte. Et ce type-là, c'était Charles Laughton, dans un film dont j'ai oublié le titre. Mais je me dis, bon, elle a peut-être vu le même film que moi. Et je dis, écoutez, il me fait l'impression d'un... Je me dis, bon, peut-être si elle a vu le film, elle va pouvoir remettre l'image. Et je lui dis, bon, il me fait l'impression d'un sénateur qui n'est pas d'accord avec un projet de loi. Parce que c'est exactement ça. Le monsieur hurlait parce qu'il n'était pas d'accord avec un projet de loi. Et là, elle me dit, vous croyez qu'il comprend quelque chose ? Il comprend quoi ? Elle me dit, il est là depuis ce matin, il est comme ça depuis ce matin 10 heures. Oui ?
Et qu'est-ce qui s'est passé à 10 heures? Il me dit, voilà, mon mari et moi, on a discuté hier au soir parce que je pensais que j'étais peut-être enceinte, et à 10 heures, j'allais chercher mon test de grossesse, et on avait décidé que si j'étais enceinte, j'avorterais. Eh bien, j'étais enceinte. Voilà. Et cet avortement, le bébé s'arrête de hurler. Et elle continue de me raconter le problème que lui pose cet avortement, la manière dont le débat se fait. Et ce bébé est parti endormi. Que s'est-il passé? Il s'est passé ceci, c'est que cette mère, qui était tellement absorbée par la problématique de l'avortement, s'était tout simplement absentée. Son bébé la communication était coupée. Il était orphelin. Il était tout seul. Et il hurlait. Il appelait au secours. Il ne pouvait pas rester seul. Elle a parlé. Elle est revenue sur... C'était fini. Il l'a retrouvée. Vous voyez, c'est tout simple. Mais comment cette circulation de parole peut faire des choses? Eh bien, à partir du moment où nous percevons les choses sur ce mode-là, je peux vous expliquer le pourquoi. Un jour, j'ai pris la plume pour écrire. C'est-à-dire que je me suis demandé pourquoi notre civilisation avait malmené le droit familial à un point tel qu'en définitive, plus personne ne savait où il en était. Donc je décide d'écrire, j'écris mon livre en 1983, je commence un livre en 1983, que j'intitule « Une place pour le père ». Pourquoi? Tout simplement parce que je me rendais compte au fur et à mesure de mon exercice que les pères n'avaient plus de place. C'est-à-dire que on avait hissé l'enfant au sommet de la pyramide familiale et tout le monde devait être impérativement à son service. Et comme les mères sont dans une position tout à fait privilégiée, ayant porté cet enfant, l'ayant gesté en quelque sorte, leur relation à l'enfant était une relation très intense sur laquelle je vais revenir, et que, en définitive, le père n'ayant pas vécu cette aventure est exclu de tout cela, et sur le plan légal, sur le plan juridique, n'a même plus de place. Donc j'ai vu arriver chez moi, dans les années précédentes, des individus qui arrivaient avec le sac ventral, portant leur bébé, et me disant « je suis un nouveau père ». Ou bien alors, les papapoules. Vous savez, il y a eu ces générations-là. Et les grands savants expliquaient aux messieurs qu'ils avaient 9 mois de retard dans l'amour et qu'il fallait qu'ils se rattrapent. Donc les pères se sont mis à véritablement faire des concours de celui qui changeait le plus vite les couches, qui donnait le biberon, qui faisait ceci, qui faisait cela. Et on a fait pire encore. On a décidé qu'il était important, dans la mesure où le père devait intervenir, qu'il coupe le cordon en salle de travail. Vous voyez ? Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait une communication qui avait fait beaucoup de bruit, parce que j'avais intitulé ma communication le père, évolution du statut du père, du couloir à l'impasse. C'est-à-dire avant il était dans le couloir en train de fumer ses cigarettes, maintenant il ne savait plus où il en était. Et on lui disait de faire ceci, de faire cela, on le téléguidait. Et donc, j'écris un livre sur la nécessité de remettre du père en place, mais ce livre-là, ça n'est pas un brûlot politique, ça n'est pas quelque chose d'idéologique, c'est quelque chose qui est une réunion de cas cliniques, qui sont de véritables cas dramatiques, dans lesquels, dès lors qu'on introduit la parole du père et qu'on soutient la parole du père, quelque chose se passe qui fait que l'enfant guérit. Et donc je donne ce livre à la publication dans des éditions qui ne sont pas n'importe qui, les éditions du Seuil. D'accord ? Bon. Eh bien, aux éditions du Seuil, on prend le livre, mais l'éditrice qui prend le livre dit « En tant qu'éditrice, je suis intéressée, en tant que femme, je déteste. » On me donne une attachée de presse qui vient avec une grosse chose comme ça et qui me dit « Vous voyez, tout ça c'est mes correspondants, je vais tous les appeler.
non pas pour leur dire de parler de votre livre, mais de dire surtout de ne pas en parler. Donc on est là dans une véritable hostilité. Eh bien, je continuerai toujours. Une place pour le père a eu une presse extraordinaire. Il a même été sélectionné pour être le livre d'études pour toute l'année de l'école de magistrature, etc., etc. Pourquoi ? Parce que ce que j'y soulevais, c'était précisément ce qu'il en était de l'importance à l'intérieur de la psyché, et non pas du tout à l'intérieur du code civil ou de la famille telle qu'elle est, Tartampion ou autre. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai continué dans cette veine. Et j'en arrive à ce livre que je viens présenter aujourd'hui, qui s'appelle Entendons l'enfant, où ce livre a une histoire. Mon éditrice, Odile Jacob, me dit, voilà, je vais lancer une collection qui s'appellera Books, dans laquelle je réunis 3 œuvres importantes d'un auteur. Je vais réunir 3 de vos œuvres. Donc elle me dit, si vous voulez bien, il y aura les filles et leurs mères, et puis il y aura les pères et les mères, et puis il y aura éduquer ses enfants. Très bien. Elle me dit, il faut absolument que vous fassiez une préface. Oui, mais je vais vous faire une préface. Très bien. Je me mets à écrire la préface, et je me rends compte, avant d'écrire la préface, je reçois l'ouvrage en préfabrication, et je dois le lire pour voir un petit peu s'il n'y a pas d'erreur, pour voir s'il n'y a pas de coquille, si tout. Donc, je lis les 1200 pages de ces 3 ouvrages. Le premier date de 1998, le deuxième date de 2004, le troisième date de 2008, je lis ça en 2017. Vous voyez la date ? Bon. Et je me dis, ça n'a pas pris un pli, ça n'a pas pris une ride, c'est exactement, c'est du scientifique pur, du rigoureux. Mais comment se fait-il que ça ne soit pas entendu ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que ce que je viens dire, et qui est scientifiquement prouvé, pourquoi est-ce que ça n'est pas pris au sérieux par nos sociétés qui font du n'importe quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je me mets à écrire une préface, et là, j'appelle Odile Jacob et je lui dis, écoutez, la préface que je suis en train d'écrire peut faire l'objet d'un livre. Je vais donc en faire un livre, je vous ferai une autre préface, plus courte, pour la réunion des 3, et c'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis rendu compte à ce moment-là, si vous voulez, qu'en définitive, on pourrait dire, mais je n'étonnerai personne, on pourrait dire que chacun de nous est manipulé à son insu. Il est manipulé à son insu par des forces qui le dépassent de loin et de beaucoup. Et que nous sommes tous des individus extraordinairement impressionnés, et impressionnables et impressionnés. Mais que le fait que nous soyons impressionnables et impressionnés n'est pas un effet de hasard, c'est le fait que nous avons été éduqués pour devenir des êtres sociaux. Et là, il faut impérativement reprendre ce qu'il en est de notre développement, du développement universel de l'humain à partir du moment de sa naissance, enfin, à partir du moment de sa conception. Partons de ceci. La conception d'un enfant, c'est pas n'importe quoi. La conception d'un enfant, déjà, n'est pas un effet de hasard. Je ne parlerai pas du fait qu'aujourd'hui on suspend la pilule ou on retire le stérilet ou on suspend... Non. Je parle du principe suivant, c'est que il est prouvé scientifiquement que si un homme dont tous les critères de fécondité sont là, présents, parfaits, c'est-à-dire plus de 50 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme, etc., a un rapport sexuel avec une femme le jour même de son ovulation, d'accord ? C'est-à-dire, en principe, tout est fait pour qu'il y ait fécondation, il n'y a qu'une chance sur 4 pour qu'il y ait grossesse. Donc il y a quelque chose qui échappe à notre contrôle et que nous pouvons éventuellement mettre sur le compte de la transcendance ou tout simplement sur le compte du désir. Le désir étant inconscient est totalement différent de la volonté qui, elle, est consciente. D'accord ? Donc, si vous voulez, la conception d'un enfant, c'est l'aboutissement d'un double désir et de la concordance de 2 désirs qui viennent, en quelque sorte, promouvoir cet enfant. Et cet enfant qui, au moment où il est conçu, avec cette conjonction des 2 désirs,
est portée dans la tête de chacun de ses parents depuis déjà fort longtemps, et non pas du tout depuis la veille ou l'avant-veille ou les 3 mois précédents. Je veux dire qu'une femme qui conçoit un bébé, ce bébé est là comme élément de son histoire depuis déjà extrêmement longtemps. Elle a joué à la poupée, elle a imaginé, elle a fait ceci, elle a fait cela. Bon, un homme, c'est la même chose. Il a également le projet de pouvoir procréer lui aussi. Eh bien, ce bébé-là va donc être un objet d'investissement tellement important qu'il va nécessairement aboutir au fait qu'on lui donne un prénom. C'est-à-dire le prénom résume ce qu'il est dans l'histoire de chacun des 2 parents. Mais dès lors qu'il est déjà conçu comme ça, il va être porté par la mère. Et le fait qu'il soit porté par la mère à l'intérieur de l'utérus maternel n'est pas du tout anodin. Pourquoi ? Parce que il a été démontré depuis les années 1970 que pendant la gestation, le développement du cerveau du bébé enregistre toutes les sensations que lui apportent les organes des sens de ce bébé en développement. À partir de la 16e semaine, le premier organe des sens qui se développe, c'est l'olfaction, l'odorat. C'est le plus vieux des sens. Et cette olfaction, le bébé perçoit les odeurs qui sont diluées dans le liquide amniotique parce qu'il a un organe spécial pour ça, le fœtus, qui s'appelle l'organe voméronasal. Et bien après, il va y avoir le goût, et quand un bébé vient au monde, il a accumulé une véritable banque de données dans son cerveau, de sensations, qui lui sont toutes venues du corps de sa mère. Du corps de sa mère. Le père est un parfait étranger pour l'enfant. Il n'y a pas de marquage cérébral du père chez l'enfant. Il y a un marquage cérébral de la mère qui permet qu'il y ait entre mère et enfant une relation très étroite et immédiate et véritablement d'une très grande fiabilité. La petite vignette clinique que je vous ai racontée tout à l'heure vous l'illustre. Est-ce que je peux avoir la première ? Voilà. Classiquement, on dit le triangle, le fameux triangle oedipien, c'est il y a d'un côté la mère, de l'autre côté le père, puis il y a l'enfant. Et entre ces 3-là, il y a des relations qui sont figurées par les flèches à double sens. La mère et le père sont dans une relation tous les deux, la mère avec l'enfant, le père avec l'enfant. Vous voyez ? Eh bien, image suivante, ça c'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement, mais totalement, il faut l'oublier. D'accord ? C'est complètement crétin. Ça ne repose sur rien. Ça, c'est de l'idéologie. C'est aller donc fabriquer, c'est construit. En revanche, voilà ce qui se passe. Il y a entre la mère et l'enfant une communication d'une très grande fiabilité qui est représentée par la flèche verte. L'enfant reconnaît sa mère qui reconnaît. Le bébé, à la naissance, est capable de reconnaître sa mère par l'odeur, de reconnaître sa mère. Il est capable de fournir un travail. J'ai moi-même participé à ce type de recherche. Il est capable de fournir un travail à partir de l'âge de 10 jours pour entendre la voix de sa mère dans les écouteurs. Et quand on lui fait entendre une autre voix, il est indifférent. Et il fournit un travail, véritablement on a fait ça, pour pouvoir entendre la voix de sa mère. Eh bien, ce bébé est capable de reconnaître la manière dont une femme le porte. C'est sa mère, quand sa mère le porte, c'est pas la même chose, etc. Et alors que ses yeux n'ont jamais vu, et qu'il n'y a donc pas de banque de données cérébrales des images venues de sa mère, comme tous les organes des sens sont reliés entre eux au niveau cérébral, il lui suffit de 4 heures en présence de sa mère pour pouvoir la reconnaître sur photo. Ça vous explique l'énorme flèche verte. Et cette sorte de ce qu'on pourrait appeler une syntonisation au sens radiophonique du terme, c'est-à-dire qu'il y a un émetteur de chaque côté et un récepteur de chaque côté qui sont véritablement sur les excellentes longueurs d'onde. Entre le père et la mère, il y a une relation, bien sûr, elle était là. Mais si le père veut transmettre un message au bébé, il ne peut le faire qu'en passant par la mère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité pour le père de transmettre un message directement au tout petit.
Je disais à mes patientes, vous êtes au bout d'un tunnel d'1 kilomètre, vous chuchotez, votre enfant vous entend 5 sur 5. Son père lui met 300 watts de chaque oreille, il n'entend rien. Ça lui fait plutôt mal. D'accord ? Donc on a là déjà une spécificité du rôle de chacun des parents par rapport au bébé. Et évidemment, ça ne veut pas dire du tout que le père et l'enfant ne vont pas nouer une relation. Cette relation-là sera une relation fondée sur ce qui se passera du côté aérien. Et ça se passera, il y aura une relation de l'enfant à son père qui sera un peu plus intense que la relation de l'enfant à la bonne, par exemple, ou que la relation de l'enfant à sa grand-mère, mais qui sera à peu près du même ordre, parce qu'il n'y a pas de trace physique, il n'y a pas de support physique à cette relation. Voilà, c'est-à-dire que là, si vous voulez, la mère fait filtre. Et si bien que ça s'explique et on n'a pas du tout à protester contre la chose. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes quand même les héritiers d'une évolution qui a 7 millions d'années. 7 millions d'années, c'est difficile à imaginer. Mais si nous réduisons ces 7 millions d'années à 24 heures, en gardant l'échelle, l'ère chrétienne représente les 22 dernières secondes de ces 24 heures. D'accord ? Eh bien, nous avons de la mer depuis le début des 24 heures et pendant les 24 heures. Du Père en tant que Père tel que nous l'entendons, nous l'avons depuis seulement 2 minutes et demie. Auparavant, jusqu'à ces 2 minutes et demie, c'était quoi les pères ? C'était des hommes qui n'avaient qu'un seul intérêt dans la vie, c'était bouffer et baiser. Et quand ils avaient rencontré une femme, eh bien il fallait impérativement qu'ils se la farcissent, et puis si jamais il y avait un gamin qui était là pour les gêner, ils prenaient le gamin et ils le tuaient, ou ils le fracassaient contre un arbre, en s'en foutant éperdument. Donc si vous voulez, le père hérite de cette position, de cet homme qui pendant des millions d'années a été véritablement un assassin d'enfants. Et les mères préservent depuis toujours leurs enfants de la violence de cet homme. C'est-à-dire que l'évolution qui date de 3 minutes et demie, malgré les civilisations et tout ce qu'on a pu mettre autour, malgré les lois, malgré les religions, reste encore entachée de cette trace-là. Si bien que le fait même que les mères soient filtres n'est pas nocif pour l'enfant. Nous avons un extraordinaire film qui s'appelle Shine, S-H-I-N-E. Ce film qui s'appelle Shine, que vous pouvez trouver, qui est un film australien, raconte l'histoire d'un père qui a décidé que son fils serait un très grand pianiste et qui, ayant décidé de la chose, élimine totalement tout autre discours que le sien. C'est-à-dire qu'on va le voir arriver au concours de piano et quand quelqu'un demande qui est-ce qui est professeur de cet enfant, il dit c'est moi. Il dit vous êtes pianiste? Il dit non. Et comment est-ce que vous êtes? Je suis son père. Et ce père qui se décrète comme étant véritablement de droit divin ayant tous les droits. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il paye aujourd'hui de toutes ces conneries-là. Eh bien, le gamin devient un grand pianiste, effectivement, mais fou, psychotique. Vous voyez? C'est-à-dire que on a l'histoire du président Schreiber, c'est ça. C'est-à-dire que la folie du président Schreiber tient au fait que son père était littéralement un fou qui avait une volonté de puissance considérable. La mère protège l'enfant des excès du père, si vous voulez, mais on n'admet pas que le père puisse protéger l'enfant des excès de la mère. Or, que sont les excès des mères? C'est qu'elles, quand elles avaient ce bébé en elles étaient porteuses de vie. Dès qu'elles mettent ce bébé en elles le livrent à la mort. Alors, elles vont construire autour de lui deux choses. L'une fantastiquement utile, indispensable, et l'autre terriblement nuisible. Celle qui est fantastiquement utile est aujourd'hui mise à mal. Ce que construit une mère autour de son bébé, son nouveau-né, c'est un fantasme d'éternité. C'est-à-dire qu'elle va penser son bébé, au fond d'elle, comme immortel. N'est-ce pas? Ça, c'est très utile et c'est formidable.
parce que c'est ce qui aide le bébé à se construire et à vivre. Et aujourd'hui, ça c'est très mis à mal par nos imbéciles de gouvernementaux qui viennent de fabriquer le nouveau carnet de santé, dans lequel il est écrit qu'il vaut mieux, pendant les 6 premiers mois de la vie, de mettre le bébé dans la chambre des parents pour pouvoir pallier le risque de mort subite. Ton fantasme, je m'en bats l'œil. Ton fantasme, tu n'as plus droit. C'est dramatique. Parce que ça va faire justement des mères qui vont avoir peur que leur bébé meure, et qui expriment à ce bébé qu'il peut mourir, et qui vont le foutre dans une angoisse effroyable. Vous voyez comment on fait des conneries comme ça. Bon. Eh bien, le deuxième, lui, qui est nuisible, c'est que ces mères vont construire autour de leur bébé un utérus virtuel extensible à l'infini. C'est-à-dire que vous avez des mamans qui parlent à leur fils de 45 ans ou leur fille de 55 ans. Tu peux tout me dire, tu sais, je suis ta maman, hein. Oui, tu peux, dis à maman, viens dire à maman. Ouais. Alors, tu n'as pas téléphoné à maman aujourd'hui? Et qui continue toujours de s'objectiver, comme elle faisait quand le bébé avait moins de 2 ans, vous voyez? Bon. Alors, on a comme ça toute une série de stupidités qui font qu'on est dans un véritable déséquilibre. Or, précisément, ce bébé, lui, a son propre développement. Vous mettez, je termine avec ça. Vous voyez, voilà, je disais qu'au moment où précisément il y a union, dans la tête de la femme, c'est quel enfant vais-je avoir? Dans la tête du monsieur, c'est oui, enfin je vais me faire un petit plaisir. Hein. L'enfant, bon, je te le concède, mais c'est pas pour moi, c'est pas pour ça. Donc on est parti, on reprend le tableau. Il y a là-haut, on prend depuis la ligne du haut, la femme et l'homme qui se rencontrent, d'accord? La femme pense déjà au bébé qu'elle va avoir, l'homme pense toujours à la femme qu'il va pouvoir avoir, et puis il y a la naissance, et il y a une méga-mère, et la femme qui devient... J'en ai plus tellement besoin. Et le père, lui, il est là, il est toujours un énorme homme, et on lui dit de devenir père. Oui, d'accord, je veux bien être père, mais moi, vous savez, je suis un homme, j'ai des besoins, mais elle n'est pas très partante. Or, très curieusement, ceci fonctionne avec de la biologie, pour une raison simple, c'est qu'il existe en nous une hormone qui s'appelle l'hormone du bien-être, qui est l'ocytocine, et l'ocytocine est sécrétée dans les deux sexes par l'acte sexuel. C'est-à-dire que l'acte sexuel fait qu'on a le taux d'ocytocine dont on a besoin pour se sentir bien. Mais chez la femme, il y a un deuxième stimulant qui permet cette sécrétion, c'est la vue de l'enfant. Donc elle a son enfant, elle le voit, elle n'a pas besoin d'acte sexuel. D'accord? Et l'autre, il est là en train de tirer sa langue, et lui dit, tu penses qu'à ça, vraiment? Les mecs, ça pense qu'à ça. Oui, les mecs, ça ne pense qu'à ça. Des mecs, ça n'a pas un cerveau à l'intérieur du crâne. Des mecs, ça a un sexe. Et le jour où on admettra que c'est très important, ce jour-là, les choses iront beaucoup mieux à l'intérieur des couples. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand, justement, le monsieur vient dire « je veux, moi, en tant qu'homme, me satisfaire du bonheur que j'ai à te faire femme », il vient déchirer l'utérus virtuel. Il vient rappeler à la mère qu'elle est aussi une femme. Et il lui évite de sombrer dans le gouffre de la maternité, dans lequel non seulement elle va sombrer et ne pas s'en tirer, mais en plus, elle va entraîner avec elle son enfant, qui ne pourra pas non plus gravir les parois de ce gouffre. Vous voyez? Donc on a un triangle au départ, qui est un triangle rectangle à petite base, la proximité mère-enfant, le père à distance qui passe son temps à demander à sa femme, à la mère de devenir sa femme, alors qu'en définitive, la chose idéale, c'est qu'il y ait entre mère et père un triangle, le triangle doit être comme ça, avec mère et père qui sont très proches, et l'enfant loin derrière. Et quand j'ai écrit un livre de conseils pour les parents, un traité, donc l'enfant bien portant. Et une des choses que je disais, c'était si vous voulez que votre enfant soit bien, et c'est une chose que je répétais régulièrement dans mes consultations, pensez à vous. Et après, pensez encore à vous. Pensez encore et encore à vous. Puis seulement après, pensez à l'enfant. C'est comme ça qu'il sera très bien. Vous
voyez? Alors, je disais, j'étais en train de dire que je voulais en finir avec ça pour pouvoir revenir à ce qu'il en était. Voilà, on revient. Voilà. Et je voulais finir avec ça pour montrer comme ça comment, dans la manière dont on prend, si on part de l'enfant, on va remonter au père et à la mère, mais chacun des deux a lui-même un père et une mère. Lequel a une père et une mère, etc. Et on remonte l'arbre comme ça, il faut énormément de personnes pour aboutir à un enfant. Ce qui se passe simplement, c'est que autour de l'enfant, il n'y a pas 2 parents. Il y en a 6. Pourquoi? Parce que précisément, pour chacun des 2 parents, le modèle de son histoire est celui qui doit prévaloir. Et nous sommes là dans des luttes considérables. Et ces luttes sont d'autant plus difficiles quand précisément nous avons affaire à des parents d'origine culturelle totalement différente. Là, ça fait partie dans mes 48 langues, les choses que j'ai eu à recueillir étaient extraordinaires. Et ça va chercher très loin d'ailleurs, parce que, encore une toute petite vignette clinique, c'est une maman chinoise qui vient avec sa petite fille de 15 jours. Et elle vient avec le fils de son frère, à elle. Vous voyez, son neveu. Et je connais ce petit garçon, il a 5 ans, je connais ce petit garçon depuis tout bébé. Et donc je vais examiner la petite fille de 15 jours, et comme d'habitude, au moment où je la touche, parce qu'elle est chinoise, je lui dis « Point au pas », ce qui veut dire en chinois « N'aie pas peur ». Et derrière, j'entends le gamin qui me dit « Elle ne parle pas mandarin, elle parle cantonais ». C'est sublime, même là, vous voyez les différences. Bon, eh bien, chacun des 2 parents doit composer avec sa manière d'histoire pour pouvoir transmettre à l'enfant quelque chose. Vous savez, je vous prie de m'excuser, je suis un petit peu, vous donner l'impression d'être un peu brouillon, mais le sujet est tellement vaste, tellement important et tellement intéressant que je pourrais rester avec vous jusqu'à minuit ce soir. Hein, moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais je continue simplement pour dire ce qu'il en est du développement de l'enfant, parce que ce tout petit enfant, lui, il se développe, on a déjà vu comment il se naissait, etc. Comment il va se développer? Il va se développer de la façon suivante. C'est jusqu'à l'âge de 10 mois, il est absolument persuadé qu'il est un morceau de sa mère. C'est-à-dire un bras, une jambe, une main. Bon. Et il n'a aucune angoisse. Pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où il est un morceau de sa mère, et qu'il a... Bon, à l'âge de 10 mois, il va subir une crise considérable qui s'appelle, si vous voulez, le stade du miroir, c'est-à-dire qu'il va se découvrir comme étant lui-même. Et comme il est lui-même, il va être un individu qui se perçoit comme n'étant plus un morceau de sa mère, mais lui, mais en même temps, il se rend compte aussi qu'il est totalement immature, qu'il n'est pas capable de se débrouiller tout seul. Donc, si vous voulez, là, il se met à avoir peur que sa mère ne l'abandonne. Et il va donc devenir angoissé et il va commencer à ne plus pouvoir supporter que d'être à distance de sa mère. Et toutes les mères qui ont élevé des enfants savent qu'il y a un moment où vraiment c'est difficile de les laisser seuls. Eh bien, quel que soit le dévouement d'une mère pour faire en sorte que son enfant soit servi quand il le réclame, elle ne peut pas ne pas faire de ratage. Il s'est tourné dans son lit, il a le bras qui lui fait mal, il crie, il appelle sa mère pour qu'elle le secoure, mais elle est descendue chercher le courrier. Donc elle ne vient pas tout de suite. Ou bien alors, elle est sous la douche. Ou alors, on peut imaginer tous les scénarios possibles et imaginables, et c'est toujours comme ça. Au bout de la réitération de ces scénarios, il finit par conclure en un scénario qui, lui, est universel, c'est « ma mère est toute puissante ». Ma mère est tellement puissante qu'elle a la capacité de me faire vivre, comme elle a la capacité de ne pas me faire vivre. Vous allez me dire, comment est-ce qu'on a fait pour savoir ce qui, dans la tête des bébés, dit ce genre de choses? Bien, on l'a fait d'une façon très étrange. Dans une étude que les psychologues menaient aux États-Unis sur une véritable masse d'individus, ils ont essayé d'explorer ce qu'il en était du statut de l'autre et de ce que c'était que l'autre. Et on a donc élaboré un test psychologique auquel on a soumis, je crois, quelque chose comme 350 ou 400 hommes, en leur demandant de remplir ce test, et on a exploité ce test. Et le résultat a été que 100% des hommes ont peur des femmes. On s'est dit, bah oui,
c'est naturel. La femme, c'est l'autre absolu pour un homme. Donc, l'autre, c'est quelqu'un qui fait peur. On va donc avoir la vérification, on va adapter le test aux femmes, et on va le faire passer aux femmes, et on va voir, elles vont avoir, elles aussi, 100% de peur des hommes. On a donc fait ça, et le résultat, quand on exploitait les résultats, 100% des femmes ont peur des femmes. C'est quand même étrange. Mais la seule explication, c'est que c'est précisément la trace laissée dans l'humain jusqu'à tout le temps de cet âge-là et des émotions qui ont pu être vécues à ces âges-là, c'est-à-dire cette mère toute puissante. Eh bien, le tout petit, face à cette mère toute puissante, va décider de ne pas se laisser faire. Et il va dresser contre sa mère sa propre toute puissante. Sa propre toute puissance, et on rentre dans la phase qui est souvent appelée de différents noms, la phase des caprices, le stade du non, N-O-N, etc., et où le bébé est dans l'opposition. Cette phase-là est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que c'est sur cette phase-là que se met en place l'éducation. Si on a affaire à une mère tranquille, éducatrice, elle va ne pas se laisser faire par les caprices. Il prend sa cuillère, il la jette par terre. Elle a lu quelque part qu'il explorait l'espace, donc elle le ramasse une fois. Il la rejette une deuxième fois, elle le ramasse deux fois. Puis quand il la jette la troisième fois, elle enlève la cuillère. Parce qu'elle n'a pas l'intention de se mener par le bout du nez. Et au fur et à mesure du fait qu'elle met une barrière à l'expression des caprices, elle va nécessairement corriger la perception que l'enfant avait et la fausse idée qu'il avait qu'elle pouvait le tuer. Et c'est comme ça que se produit l'éducation, c'est-à-dire la mise en place de... On peut éteindre. La mise en place de... la mise en place de quelque chose qui va permettre à l'enfant d'accepter la frustration, c'est-à-dire de limiter sa toute-puissance, d'accepter la frustration et de comprendre qu'il a un effort à faire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se tienne bien pour gagner l'amour de sa mère. Vous voyez ? Ça, c'est une mère éducatrice, et une mère qui exerce une autorité tranquille, sans se casser la tête, simplement parce qu'elle pense d'abord à elle, et que le bébé, il sera bien quand elle sera bien. Maintenant, nous avons des mères vestales, des mères qui sont de véritables prêtresses de leurs enfants, et qui vont ramasser 25 fois la cuillère, et qui diront décidément, l'espace m'intéresse beaucoup. Plus tard, il sera un spationaute. Vous faire tout n'importe quoi. Vous savez, ça donne encore une fois à Villette Clinique. Docteur, comment on peut faire pour éteindre la télévision ? Vous voyez pas de bouton chez vous ? Mais la rallume ! Avec cet effroi. Et quand elle dit ça, on a l'impression qu'elle parle d'une adolescente boutonneuse de cheveux gras et pesant 50 kilos ou 60 kilos. Elle qui la rallume, elle pèse 8 kilos 250 et elle a 18 mois. Et il lui dit, mais vous la prenez, vous la mettez dans son lit, et puis c'est tout. Là. Mais docteur, je vais la traumatiser. Et le mot traumatiser, qui est vraiment le terme technique rentré dans la langue courante, cette peur. Eh bien, quand les mères se mettent à disposition de leurs enfants, elles les laissent engoncer dans leur scénario erroné, et elles convainquent ces enfants qu'il leur faut impérativement continuer d'exercer leur toute-puissance. Un enfant qui n'est pas éduqué et qui doit exercer sa toute-puissance n'admettra pas la frustration. Le gamin qui admet la frustration finit par rêver et développe un mécanisme consolateur qui s'appelle le fantasme. Vous savez, ce poème de Prévert extraordinaire de l'élève qui regarde par la fenêtre, qui voit les oiseaux, etc. Le petit enfant qui... Bon, on l'a privé de son jouet, il va imaginer qu'il a son jouet. C'est ce fantasme consolateur. Celui qui n'est pas frustré ne développe pas ce fantasme, est condamné à l'action. Eh bien, celui-là qui n'est pas éduqué va devenir ce qu'on appelle un pervers, alors que l'autre devient ce qu'on appelle un névrosé en tant que structure. Un névrosé, c'est quelqu'un qui accepte que son voisin ait des droits. Et
toute entreprise de socialisation des individus revient à une névrotisation. Pour ceux qui éventuellement ont le commerce du texte biblique, je les invite à relire le chapitre de l'Exode, où on voit après l'histoire du veau d'or, comment les choses vont se passer. Le diagnostic est fait, nous avons sorti d'Égypte en définitive une population de pervers. Jamais ça ne fera un peuple uni, il va absolument falloir impérativement les rééduquer. Aucun ne rentrera en terre promise, ils vont marcher pendant 40 ans dans le désert. De ceux qui sont partis d'Égypte, il n'y en a que 3 qui rentreront en terre promise, et tous les autres, il va y avoir des nouvelles naissances, mais ces nouvelles naissances, on va les rééduquer. Les rééduquer en donnant des lois. On n'arrêtera pas. Il y aura des lois de tous les côtés. C'est-à-dire, véritablement, la frustration majeure. Eh bien, quand les individus que nous sommes, vous et moi, ici, névrosés, sont ensemble et font du lien social, nous nous sentons écrasés parce que nous sommes victimes des propos des pervers qui ont, eux, cette faculté extraordinaire d'être toujours dans l'acte. Et qui sont des individus absolument insupportables. Je n'exprime pas, quand je vais donner l'exemple, une opinion politique particulière, mais je dis que lors des élections de François Hollande-Sarkozy, on n'a pas élu Hollande. La France s'est débarrassée de Sarkozy. Pourquoi ? Parce qu'il était insupportable. Il n'était pas plus mauvais président qu'un autre, il a fait ce qu'il a pu. Hollande n'a pas fait mieux. Mais c'est pas ça, c'est que son comportement était un comportement d'individu dans la toute-puissance, et qui était là tout le temps à se mettre en avant, et c'est lui qui ceci. Et l'ensemble n'a pas supporté, parce que nous sommes encore une majorité de névrosés, heureusement. Mais nous sommes quand même singulièrement menés par les propos des pervers. Or je dis, quand j'écris cet ouvrage, je pars du principe suivant, c'est que si nous réfléchissons, si chacun de nous réfléchit à ce qu'il est depuis le début, il va se rendre compte, en définitive, il recèle des facultés qu'il a toujours ignorées ou qu'on a convaincu de devoir ignorer. Et c'est pour ça que, en me lançant dans l'écriture de cet ouvrage, j'invite chacun à penser à l'enfant qu'il a été et à l'enfant qu'il a suivi toute son existence jusqu'à aujourd'hui. Et je vais donc écrire l'enfant qui est en moi. Et je vais décrire cet enfant qui est en moi et je vais le faire cheminer dans toutes les étapes de ma vie, histoire de faire en sorte que chaque lecteur puisse, par association, penser à lui-même et revenir à ceci qui sera en définitive ce que je reprends, c'est-à-dire ce parcours-là pour dire, ben écoutez, nous méritons mieux que ce que nous avons. C'est-à-dire, nous avons à réfléchir d'une façon plus positive, parce que nous n'avons pas à nous laisser faire par précisément tous ce que j'appelle les courants pervers, ces courants pervers qui ont fait que, aujourd'hui, pardonnez-moi, le monde est mené par la finance et par rien d'autre, et quelle que soit d'ailleurs la façon dont on se débrouille avec cette finance. Mais c'est toujours ça au terme. Donc nous avons le droit d'exister, nous avons le droit de réfléchir, nous avons le droit à être respectés dans nos opinions, et en définitive, ce livre qui s'appelle Entendre l'enfant, c'est peut-être un livre testament, mais c'est un testament politique, mais adressé à chacun. Je vous remercie de votre attention. Vous avez sans doute des questions, donc on va pouvoir répondre. Ça va ? Oui. Oui, je remercie la personne qui posera la première question, parce qu'il faut avoir un peu de courage. Voilà, un monsieur, et après ça viendra. Oui. Pardon, excusez-moi, est-ce que vous pouvez mettre plus près de votre bouche? Oui. Oui. J'ai été vous écouter à Brest en 1996. La salle n'était pas comme ici, il n'y avait personne. Oui. Même pas 10 personnes. En 96. En mai ou juin 96. Oui, en 96 à Brest, oui. Au Bancorlan. Ah, c'est possible, oui. Oui. C'était très intéressant. Oui. Une rencontre déterminante
fascinante pour moi, je trouve. Ah bon? Merci. Oui, c'est pour vous remercier. Et ce serait long à développer, mais moi je ne demande pas parler de ma réalité personnelle. Oui. Mais c'est une rencontre qui a été déterminante dans mon histoire. Je suis heureux, monsieur. Et c'est pour ça que je suis venu de Brest. Merci beaucoup. Il vient de Brest, monsieur. Merci. Oui, où ça? Ici. Oui. Ouais, j'ai une question à vous poser qui va être assez simple. Vous avez parlé d'osmose entre la maman et l'enfant. Oui. Et un enfant qui est orphelin. Oui. Comment... Vous voulez dire qu'il a perdu sa mère? C'est ça. Oui. Il a perdu sa mère à la naissance, par exemple. Exactement. Voilà. Généralement, il y a une mère de substitution, quelqu'un qui s'occupe de lui. Vous savez, quand je parlais tout à l'heure des sensations qui viennent des organes des sens et qui vont jusqu'aux aires cérébrales, eh bien, ces sensations-là, si vous voulez, ce sont des ondes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une onde. Une onde, c'est une sinusoïde. Bon. Les ondes féminines ressemblent assez les unes aux autres, hein, alors que les ondes, elles diffèrent des ondes masculines, aussi bien par la voix que pour l'odeur, que pour toutes les sensations. Eh bien, le petit bébé va superposer aux ondes qu'il a emmagasinées les nouvelles ondes qui lui sont proposées, et petit à petit, il va adopter cette mère nouvelle qui va lui servir la même mère de substitution, qui va lui servir de mère, et en faire comme si elle était là. Alors évidemment, ça ne signifie pas du tout que la génitrice est totalement disparue. Elle restera pour lui un élément de son histoire d'importance. Sans compter qu'il y a également toute une histoire génétique et une histoire également de cette mère qui vient jusqu'à lui. Vous voyez? La substitution se fait comme ça. Et donc s'il y a deux parents qui sont deux papas, comment ça se passe? Qu'il y a deux parents? Deux papas. Qu'il y a deux papas? Ah, ça c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, et c'est précisément la question qui est posée par le problème de la GPA. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y aura nécessairement, à un moment ou à un autre, un plaquage de ces sinusoïdes sur les deux, et généralement sur les deux papas. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose qui fera que le bébé pourra s'adapter à cette situation. Les problèmes ne se posent pas là. C'est pas au niveau du comportement quotidien que les choses se poseront. Le problème se posera au moment de l'identité sexuelle de cet enfant. C'est-à-dire, l'édification de l'identité sexuelle d'un enfant est quelque chose d'extraordinairement complexe. D'accord? Et cette identité sexuelle qui est tellement complexe va déjà naturellement, qui est complexe naturellement, va se heurter à ceci, c'est qu'il n'aura en définitive comme modèle investi que deux individus identiques. C'est-à-dire qu'il y aura de la mêmeté et pas de différence. Ça, on aboutit à quoi? On aboutit à ceci que, ou bien les parents, les deux papas par exemple, souhaitent que leur enfant, qu'il soit garçon ou fille, soit hétérosexuel. Et à ce moment-là, ça posera à l'enfant un problème de loyauté et de probité à l'endroit de ses parents, et ça ne sera pas si simple à le résoudre. Ou bien alors, ils souhaiteront que leur enfant soit homosexuel, l'encourageant à l'être, en disant qu'après tout, eux le sont et c'est pas plus mal. Et à ce moment-là, on est dans le prosélytisme. Et ce prosélytisme, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut éventuellement soumettre un enfant à une situation comme celle-là, qui est, pour l'instant, assimilable à de l'expérimentation sur vivant? Or, l'expérimentation sur vivant est absolument interdite. Donc, bon, alors, la question est là. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le débat est difficile, très 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 difficile. Pardon. Donc si la maman meurt... Où est-ce? Oui. Oui. Donc si la maman meurt en couche,
il est très important, par exemple, pour l'enfant, que l'enfant ne soit pas uniquement avec son père, mais par exemple qu'il y ait également, je sais pas, une grand-mère, une tante, etc. Ben, de toutes les façons, il sera avec son... Ça ne veut pas dire du tout que son père est inutile, loin s'en faut. Ça veut dire simplement que de toutes les façons, ce qu'il investira, lui, de la façon la plus facile, ce sont les apports féminins. C'est-à-dire que le père n'est pas entouré seulement d'hommes ou dans un univers d'hommes, il y aura sa mère, sa sœur, sa cousine, il y aura la tante, il y aura la grand-mère maternelle, et le petit va, si vous voulez, investir une des personnes féminines plus facilement qu'il n'investira le père. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'il aura à son père une relation neutre ou qu'il n'y aura pas une relation directe qui s'établira. Ça se fera petit à petit, progressivement, mais la tendance la plus spontanée et la plus naturelle se fera du côté des personnages féminins. Bonjour, j'aurais voulu savoir, vous parliez tout à l'heure, des fois un schéma se met en place avec l'enfant au sommet de la pyramide. Oui. Est-il possible, à votre sens, que cette relation soit inversée quand un des parents se rend compte de ce qui se passe? Comment est-ce que c'est jouable de changer ce schéma de fonctionnement? Je n'ai pas très bien compris. Quand je dis que l'enfant est mis au sommet de la pyramide familiale, je dis qu'on utilise l'enfant. Vous voyez, il y a des pétitions, des réactions, des mouvements de protestation contre l'utilisation du corps féminin dans la publicité. Vous voyez? Moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve ça scandaleux, la façon dont, précisément, on use de cela. Mais il n'y en a pas pour ce qu'il en est de l'utilisation de l'enfant dans la publicité. Et l'enfant, justement, on l'utilise dans la publicité, mais on décide, on laisse croire que c'est la chose la plus importante qui puisse exister au monde. D'accord? Et qu'à cet égard, nous devons tous être à son service. Ce qui est totalement faux, puisque ça entraîne en définitive les parents dans une attitude qui consiste à adhérer à la toute-puissance de l'enfant. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Tout simplement parce que mettre l'enfant au sommet de la pyramide familiale, c'est extraordinaire pour la société de consommation. Vous voyez? Je veux dire que je me souviens, il n'y a pas encore très longtemps, je veux dire que les choix de voitures dans les publicités, c'était les enfants qui ont décidé. Et on demande toujours, on demande leur avis aux enfants. C'est toujours, votre enfant veut cela, il faut. Bon, et puis bon, on fait toutes sortes de choses sur ce mode-là. Alors, comment est-ce que ça peut s'inverser? Vous savez, peut-être qu'à m'entendre, vous allez croire que je suis quelqu'un, un sale type qui véritablement torture les gamins, leur fait des misères, les méprise ou les maltraite. Non, je suis un pédiatre. Je suis un pédiatre, c'est-à-dire que lorsque on me conduisait un enfant pour des troubles de type psy, vous voyez, c'est-à-dire il ne dort pas la nuit, il se réveille 20 fois, ou bien alors il a des tics, ou il a ceci, ou il a cela. Quand on m'amène un enfant avec des choses de cet ordre-là, j'écoute les parents se plaindre, et je finis par dire à l'enfant, je te remercie de m'avoir conduit tes parents, je vais m'en occuper. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, lui, la seule chose qu'il peut faire, c'est produire un symptôme. Vous voyez? Et produire un symptôme, il faut remonter au symptôme. Il faut savoir ce que c'est, qu'est-ce qu'il est. Et puis, pourquoi est-ce qu'on va s'attacher à prendre les enfants pour essayer de leur faire élaborer le symptôme quand un changement d'attitude parentale peut totalement produire cet effet-là? Vous voyez? Donc, moi, je suis au contraire pour faire en sorte que l'enfant aille le mieux possible. Et il est content d'avoir des limites, cet enfant-là, pour une raison simple, c'est que ces limites ne sont pas sans évoquer les limites qu'il rencontrait dans ses mouvements in utero quand il était promis à la vie. Je veux dire que c'est quelque chose qui le rassure. Les limites, un enfant, ça rassure un enfant, et ça, au contraire, ça lui permet de lutter contre son angoisse. Oui, vous alliez me dire quelque chose, madame. Oui, tout à fait. Mais le changement... mettez plus près de la bouche. Tout à fait. Le changement d'attitude d'un des parents est-il suffisant ou faut-il qu'il y ait une union de comportement des deux parents?
Ah, excellente question. Les thérapeutes de groupe vous diront ceci, c'est que dans un groupe, et un groupe ça commence à 2, dans un groupe, à partir du moment où l'un des deux change, l'autre change. Nécessairement. Ça prend du temps, mais ça change. Une modification entraîne un changement. Mais alors, et c'est bien là, si vous voulez, où j'ai besoin, enfin, il me semble qu'il y a une lacune dans le propos que j'ai tenu, parce que j'ai eu le sentiment que je disais, la mère, c'est par la mère que tout passe. Est-ce que ça signifie que le père n'existe pas, ou que le père n'a aucune espèce de... Je dirais, si vous voulez, une importance. Au contraire, je disais, le père a une très grande importance, dans la mesure où il ramène la mère à sa position de femme. Mais il a une autre importance extrêmement grande, c'est que ça permet à la mère, qui est elle, l'éducatrice, puisque la communication est directe entre son enfant et elle, précisément, de pouvoir éduquer au nom du père. Je veux dire, on a entendu sur les antennes, mais tellement de fois, partout dans la télévision, radio, etc., que le père, c'était celui qui disait montre-moi tes devoirs, est-ce que tu as fait tes devoirs, va au lit, la nuit, ta mère c'est ma femme, des conneries, mais il faudrait en faire une liste, c'est affreux. C'est-à-dire de dire que le père, c'est lui qui exerce l'autorité, c'est lui qui dit l'autorité. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je dirais à la limite, pour faire très très schématique et grotesque, je dirais le père, il met ses charentaises et regarde son match de foot avec sa bière. Le reste, on s'en fout. Mais c'est la mère qui va au charbon. Mais elle va au charbon pourquoi? Mais parce qu'elle a les moyens. Elle a les moyens parce qu'elle est écoutée, parce qu'elle est entendue. Et vous voulez, c'est son boulot à elle, parce qu'elle excelle dans ce boulot. C'est-à-dire, elle est irremplaçable. Le gamin entend 5 sur 5 tout ce que dit sa mère. Seulement voilà, c'est exactement comme dans une entreprise. Dans une entreprise, vous avez un PDG et un DG. Président, directeur général, directeur général. Mais le président, directeur général, il ne se mêle pas de l'entreprise. C'est le directeur général qui fait tout. Mais le directeur général ne peut faire ce qu'il fait avec autant d'efficacité que parce qu'il y a un PDG. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a un référent. Et c'est ce référent-là qui fait... Moi, j'avais un copain que je connaissais depuis l'âge de 20 ans. Un jour, il est devenu PDG de la plus grande banque française. Alors, pour fêter la chose, il m'a téléphoné pour m'inviter à déjeuner au siège de sa banque. Le repas, je ne vous le dis pas, bon. Je lui ai dit, mais tu connais quoi, la banque? Il dit rien. Je lui ai dit, mais comment tu fais? Ah, il y a des gens qui connaissent pour moi. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des bas, il faut prendre une décision. Et alors je prends la décision. Et alors, ça marche la décision? Si ça ne marche pas, je change. Mais enfin, voilà. Il y a quelque chose qui fait que ça tient. Vous avez la même chose au niveau de l'organisation territoriale. Vous avez une ville de Saint-Brieuc a un maire, d'accord? Et puis, les Côtes-d'Armor ont un préfet. Et le maire ne peut pas fonctionner sans le préfet, lequel préfet est là, précisément, à bien voir ce que fait le maire et en même temps à se mettre à son service, etc. Donc on est dans une thématique comme celle-là. Et un père, si vous voulez, je dirais que c'est comme une pile, ça s'use. Il faut le réserver pour les grandes occasions. Et quand on le réserve pour les grandes occasions, c'est extraordinaire comme c'est efficace. Il m'arrivait de prescrire du père dans les familles, en disant les parents sont là avec leur enfant, et donc ils exposent leurs problèmes, etc. Et je dis, monsieur, vous allez donner rendez-vous à votre enfant, non pas du tout tout à l'heure ou demain, vous allez lui dire, nous sommes lundi, je te donne rendez-vous vendredi à 5h30. Ou à 6h si ça vous arrange. Mais vous lui donnez un rendez-vous. Et pendant ce temps-là, il va réfléchir à son rendez-vous. Et à ce rendez-vous, vous vous rendez, lui se rend aussi, mais sa mère se rend aussi. Et à ce moment-là, vous le faites mettre sur les genoux de sa mère. Et vous lui parlez, et vous lui dites ce que vous avez à lui dire. Je ne veux plus que la maîtresse se plaigne de toi.
ta manière de faire ne me plaît plus. Alors je te donne 15 jours pour te corriger. Et dans 15 jours, je veux te revoir ici. Et le mec, il dit, mais pourquoi est-ce qu'il doit être sur les genoux de sa mère? Je dis, parce que c'est par la façon dont sa mère réagit à votre discours que votre discours va passer chez l'enfant. Beaucoup plus que par les mots. Vous voyez? Mais, et quand les enfants sont plus grands, c'est-à-dire quand ils ont déjà 8-10 ans, je fais donner des rendez-vous au père, pas pour les enfants, et c'est extraordinaire quand on utilise comme ça, véritablement comme une sorte de véritable prescription. Vous savez, un comprimé de Doliprane, bon voilà, c'est la même chose, du père tous les 15 jours, hein. Ça marche très bien, ça marche très très bien, parce que ça tombe pas dans... C'est pas du ouf. Ouais, mon père, on le connaît, il râle tout le temps. Vous voyez? Et ça c'est précisément le support même de l'éducation. Oui? Bonjour. Oui? J'aurais voulu savoir quelle est la principale origine de la relation mère-père-enfant qui produit la perversion narcissique. La perversion? Oui. La perversion? La perversion narcissique. Oui. Qui infiltre, en fait. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en général, le pervers narcissique, c'est l'enfant d'une mère qui a été sa prêtresse, pour lequel rien n'était assez beau pour lui. Vous voyez? Et c'était comme ça. Je veux dire, ça me rappelle, le souvenir que j'en ai comme ça, c'est je devais m'occuper d'un garçon de 14 ans qui se droguait, et donc, comme je vous ai dit, moi je ne vois pas les enfants, je vois les parents, et donc je fais venir les deux parents, je donne rendez-vous aux parents, et les parents arrivent, et je dis, bon alors, on m'a dit que vous avez téléphoné pour votre enfant, et la mère me dit toujours, tout de suite, vous savez, nous sommes divorcés, lui et moi. Oui, et depuis quand vous êtes divorcés? Ah ben, depuis le 2e jour de notre mariage. Pardon? Ben oui. Nous sommes mariés. Nous avons passé notre nuit de noces. Le matin, je lui ai fait son petit déjeuner. Je savais qu'il aimait les œufs au plat. J'ai apporté des œufs au plat avec des toasts, etc. Et on s'est mis à table et je lui ai dit bon appétit chéri. Il m'a dit le sel. Il dit c'est quoi le sel? Il dit quand je disais le sel, ma mère se levait et apportait le sel. Il dit j'ai pris la table et je lui ai renversé dessus. Et j'ai quitté l'appartement et j'ai plus revu. Voilà, vignette clinique très exacte. Bon, cette dame a réagi très vite. On se demande pourquoi elle est allée jusqu'à se marier, mais enfin bon. Mais en général, c'est ça. C'est celui qui donc a été l'enfant gâté pourri de sa mère. Et alors quand il a été gâté pourri de sa mère, le père a été invité à le gâter et le pourrir de ce côté-là. C'est-à-dire que précisément, on n'a toujours rien compris. Quand vous dites ça, vous dites nos sociétés sont en train de fabriquer de plus en plus et à tour de bras des pervers narcissiques. Et c'est dramatique. Et là, on n'a rien compris du tout. Parce qu'en 1998, le juge Bruel a remis un énorme rapport de 400 pages à Lionel Jospin, qui lui avait demandé de faire un rapport sur les troubles de banlieue de 1995. Et le rapport se terminait par carence de père dans les familles. Alors on a renoncé, on a réuni une commission pour savoir comment remettre du père dans les familles. Ils ont planché pendant 2 ans. Mais la montagne n'a pas accouché d'une souris, elle a accouché d'une demi-fourmi. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bon ben, dans la mesure où la mère a un congé de maternité, on va donner au père un congé de paternité. 15 jours. Voilà, on a fait du père, on lui a donné un strapontin. Alors bon, évidemment, on n'a rien compris, mais rien compris. Et sur le plan légal, aujourd'hui, nous avons affaire au couple parental le plus inégal qui ait jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire une mère qui a ce fantastique avantage que lui apporte la gestation,
et un père qui n'a rien, plus rien. Voilà. Il n'a plus aucune espèce de spécificité. On avait pourtant réussi, ça a duré 3 ans, non, ça a duré 2 ans, de 70 à 72, on avait réussi à trouver une solution extrêmement intelligente et très simple, et vraiment pas du tout... qui consistait à donner au père un avantage qui contrebalançait légalement l'avantage qui, lui, n'est pas reconnu légalement, l'avantage que la gestation donne à la mère. On avait décidé que le père restait chef de famille pour la résidence de la famille. C'est-à-dire qu'on a pris le point le plus anodin qui soit, parce que, de toutes les façons, on voit mal quelqu'un dire à sa femme « Bobonne, fais tes valises, demain on déménage à Tours ». Et lui imposer la chose. Un déménagement, une résidence, ça se discute. Ça se discute à l'intérieur du couple, et c'est véritablement quelque chose de très délicat. Donc on a pris ce point, c'était très intelligent. Mais en 72, Giscard d'Estaing a voulu diminuer le chômage et a encouragé les ouvriers algériens à partir en Algérie avec une prime de 40 000 francs. Et on s'est aperçu qu'il y allait y avoir quelque chose autour de 5 900 enfants qui risquaient d'être emmenés en Algérie par leur père, alors qu'ils étaient mariés à des Françaises. Et pour retenir ces enfants-là, on a supprimé ça. Voilà. On a installé la coparenté. Voilà. Oui ? Merci. Peut-être la dernière question. Oui, dans le cadre d'une maman célibataire, oui. Quel est le rôle du père? Est-ce qu'il y a un père de substitution qui se crée naturellement? Dans chaque parent, il y a 3 parents. Il y a le parent géniteur, on voit ce que c'est. Le parent géniteur, c'est donc la mère qui porte, le père qui fournit le sperme, mais ça peut être aussi une paillette, hein, le géniteur. C'est pas nécessairement monsieur, c'est une paillette, dans une insémination artificielle. Donc il y a le parent géniteur, pas grande importance. Il y a le parent social, qui est là pour régler les problèmes de société en réglant par-dessus tout les problèmes d'héritage. Et puis il y a le parent fonctionnel, c'est-à-dire celui qui remplit sa fonction de mère pour la mère, de père pour le père. La fonction maternelle, ça consiste précisément à faire en sorte de satisfaire les besoins de l'enfant et de faire en sorte que cet enfant se sente bien, sécurisé, entouré, éduqué, etc. Et puis la fonction paternelle, c'est quoi? La fonction paternelle, c'est celle qui véritablement va être le support de ce qu'il en est de l'autorité et de la limite. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui dit non, N-O-N, à un enfant, va être revêtu d'un atome de fonction paternelle. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de l'utérus, le corps du bébé réclamait des nutriments, il voulait des protéines, de la graisse, du sucre, tout ce qu'on veut, et le corps de la mère lui délivrait tout le temps. Si vous voulez, ça installe dans la perception du tout petit quelque chose du genre « maman, c'est tout ce qui est oui ». Et ce qui n'est pas oui, c'est du pas maman. Si bien que toute personne qui dit oui à un enfant, que ce soit un homme, une femme, un grand-père, un père, n'importe qui, l'enfant verse ça au compte de sa mère. C'est du maman. Tout ce qui dit non à un enfant, que ce soit des femmes, des hommes, sa propre mère, c'est du pas maman. Donc ça, c'est du papa, en français. D'accord? C'est du pas maman. Et le père, c'est le pas maman. Et le père n'étant pas maman, tout ce qu'il dit donc, qui n'est pas maman, fabrique du père. Donc la fonction paternelle, si vous voulez, est atomisable et peut être exercée simultanément et par quantité d'individus. C'est-à-dire que l'instituteur qui met une mauvaise note met un atome de fonction paternelle. Le gardien de square qui dit on ne monte pas sur l'herbe, ça met un bout de fonction paternelle. Voilà, le moniteur de ski qui dit on ne prend pas cette piste, voilà. Tout ça c'est de la fonction paternelle. Donc il y en a un minimum qui est exercé par l'environnement.
Et ce minimum suffit, si vous voulez, à préserver la psyché de l'enfant de la folie. Parce que s'il y a forclusion totale, s'il n'y a pas de nom possible pour un enfant, il devient fou, il devient psychotique. Vous voyez ? Voilà. Donc le père de substitution et le père en général, enfin je veux dire celui qui est élu à la fonction paternelle, c'est celui que la mère choisit comme tel, c'est-à-dire celui à qui elle donne. Mais il y a des mères, il y a des mères qui fabriquent un enfant à leur propre mère. Il y a des mères qui fabriquent des enfants à leur père. Il y a des mères qui fabriquent des enfants à une instance quelconque. Vous voyez ? C'est-à-dire, c'est celui qui... Un journaliste un jour m'a venu me voir en me disant « Mon lectorat est un lectorat basique, il a besoin de réponses très simples. » Il m'a demandé de vous poser la question « Comment peut-on faire pour être un bon père pour ses enfants sa vie entière ?» Alors je dis « C'est simple, hein, je vous réponds tout de suite. Hein. Prenez, je vous l'ai dicté. Hein. Si vous voulez, virgule, votre vie entière, virgule, être un excellent père pour vos enfants, virgule, faites en sorte, virgule, votre vie entière, virgule, que la mère de vos enfants soit éperdument amoureuse de vous. C'est pas plus difficile. Voilà. Alors vous me direz que c'est quand même dégueulasse ce que je dis. Parce que ça voudrait soumettre en quelque sorte les hommes aux femmes. Eh bien, je protesterai contre votre accusation. Pour une raison simple. C'est que, si précisément, je veux que ma femme soit amoureuse de moi, il faut tout de même que je sois honnête avec moi-même. Elle n'a pas de raison d'être amoureuse de moi si je ne le mérite pas. Mais pour le mériter, il faut encore que je continue de la conquérir. C'est-à-dire de faire en sorte de me dépasser. C'est un formidable moteur pour moi. Vous comprenez que j'ai eu une femme, moi, dont j'ai toujours voulu qu'elle fût amoureuse de moi. Quand je parle de mon parcours. Donc, si vous voulez, c'est un instrument de progrès. Et c'est formidable, parce que justement, ça produit ce qu'il en est du développement des enfants et de leur capacité à eux-mêmes évoluer sur ce mode. Oui. Je propose qu'on s'arrête là. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. Merci.